we can. Je vous demande de vous arrêter. Je crois aux forces de l'esprit. Bonsoir et bienvenue pour l'agenda culturel très subjectif de Pendant le 20h avec Xavier Affre qui est ici, à ma droite évidemment, et mes autres compagnons de route avec au sommaire ce soir. Côté livre, génération Starflix du cinéma populaire et ambitieux, l'instant ciné avec les réalisateurs Caroline Pauge et Jonathan Vinel qui investissent l'univers du clip musical et la découverte du soir. Enfin, il s'agit plutôt et plus précisément d'un retour sur une icône de la musique, David Bowie, et ça fait du bien aux oreilles, quoique. Pour m'accompagner ce soir, vous le savez maintenant, vous en avez l'habitude, il y a Marie-Ange Philippe, notre consultante en communication. Oh, que ce terme est... galvaudé. Comment allez-vous ? Bien, et heureux de vous retrouver. Marcel Petricciol, notre libraire. Qui va parler cinéma ce soir. Marcel, bonsoir, qui va parler cinéma, en effet. Xavier Affre, notre cinéphile, je lui ai caressé la nuque, vous savez, quand je suis entré. J'étais pas sous la banquette, je refaisais mon lacet. Non, évidemment. Notre historien et cinéphile, et Audrey Tordet, notre chroniqueuse culturelle, qui va nous proposer la découverte, parce que la dernière partie de l'émission, une des dernières parties de l'émission, c'est la découverte, et Audrey a eu l'immense idée de nous proposer un focus sur David Bowie comme découverte. Voilà. Mais c'est redécouverte d'une icône. C'est de la faute de Xavier Affre qui est le rédacteur de l'émission. Voilà. Allez, on va commencer comme chaque vendredi avec les livres, mais les livres du côté du 7e art cette fois-ci, avec le cinéma de Starflix. Souvenir du futur. Hors collection, beau livre édité il y a quelques mois. Oui, il est sorti pour les fêtes à peu près. Voilà, alors Starflix, ça a été créé en 83, Starflix. La première couverture emblématique, c'était le film Dark Crystal, du fameux Jim Henson, le père des Muppets, où il y a David Bowie dans le film d'ailleurs. C'est vrai. Ouais. Voilà. Et en comparaison, première mettait en couverture à la même époque Pierre Richard. Ça, c'est pour vous situer un petit peu. Alors Starflix, particularité, ça a été créé par 4 jeunes. Ils avaient une vingtaine d'années. En fait, ils voulaient faire une revue qui parle du cinéma qu'ils aiment et surtout du cinéma qui est aimé du très très grand public. Des films dont ne parlait pas la critique officielle. Par exemple, à l'époque, si vous trouvez une ligne dans les cahiers du cinéma sur un Rambo ou un Rocky, il faudrait me téléphoner vite fait. Ou Télérama qui met 3 lignes sur Mad Max, là aussi, n'est-ce pas ? Eh bien, eux, voilà. Ce regard qui est en train, je le dis aux téléspectateurs, parce que vous n'avez pas l'ensemble du plateau, ce regard de Marcel qui a fusillé, mais alors fusillé, Xavier Affre. À peine. Donc Starflix, ça a été les premiers à parler d'un genre de cinéma. Donc les autres ne parlaient pas. Les premiers à découvrir certains réalisateurs, Cronenberg, Mann, les frères Cohen, tout ça c'est des réalisateurs dont les autres revues ne parlaient absolument pas. Les premiers qui ont montré l'importance des effets spéciaux et l'importance qu'auraient les effets numériques dans le cinéma à venir, tout ça c'était Starflix. Ils ont parlé des zombies, Dario Argento bien sûr. Alors ils ne font pas cantonner Starflix un cinéma de genre, pas du tout, parce qu'ils ont parlé de tous les cinémas, y compris du cinéma asiatique, à l'époque, encore une fois, où personne n'en parlait. Ils ont parlé du cinéma d'auteur, ils ont défendu Zulawski, bec et ongle, Benex aussi, Claude Miller. Ils ont défendu vraiment tous les cinémas. Ça a été une révolution dans la critique cinéma française. Franchement, beaucoup de revues s'en sont inspirées, y compris dans la maquette, là aussi révolutionnaire, l'importance des photos pleine page en couleur et des textes souvent très partisans. Ça, c'était Starflix. Zulawski, c'est pas ce qu'ils ont fait de mieux. C'est pas ce qu'ils ont fait de mieux. Et justement, dans le bouquin, il y a du bon. Tout jeter. C'est une film. Mais dans le bouquin qui vient de sortir, justement, alors ce bouquin, ça reprend en partie les articles qui sont parus pendant les 7 ans de parution de Starflix. Maintenant, je vais monter. Voilà. Votre fauteuil tourne, je crois. Vous pouvez... Voilà. Et justement, dans ce livre, il parle des erreurs qu'ils ont commises, de certains réalisateurs qu'ils ont défendus, qui par la suite n'ont pas donné tout le talent, comme on parlait de Zulawski, mais aussi Russell Mulcahy avec Highlander et Razorback, ils ont beaucoup misé dessus. Qui est ce réalisateur ? Et juste, revoyez Razorback. Non, c'est vrai, vous avez raison. Très très bon. Donc voilà, là-dedans, il y a plusieurs articles. Il y a ce qui s'appelle une chronique Z qui remet les articles dans le contexte de l'époque. Il y a le courrier des lecteurs, absolument jouissif. Il y a des pubs vintage. Et surtout, ce qui est très très intéressant, c'est qu'à la fin de l'article,
tous les journalistes qui ont participé à Starfix portent un regard sur le cinéma d'aujourd'hui et sur le cinéma de demain. Et ça, c'est intéressant. Groff, Gans, Boukrieff, Cognard, Hélène Méric, on les retrouve tous à la fin et c'est vraiment hyper intéressant. Alors la parole est... C'était l'accusé. Non, alors je suis pas du coup de cette génération. Enfin, cette génération, moi je l'ai découvert après, puisque en 83 j'étais tout jeune. Marcel était un petit peu plus âgé que moi. J'ai acheté le premier Starfix, Voilà. j'avoue, je suis génération mais Starfix. je l'ai découvert aussi peut-être milieu des années 90. Donc c'était des anciens numéros que j'allais acheter dans un kiosque, etc. à Toulon. Et bon, je vais pas raconter ma vie, mais par contre, ce qui me plaisait bien, c'était que passé un moment, ils avaient fait même une affiche au milieu, donc on a acheté pour avoir une affiche. C'est vrai que ces affiches, aussi de la mouche, enfin il y avait plein de choses. Bon. Et ce qui me plaît bien, moi, c'est effectivement le courage qu'ils ont eu quand même de parler de films. Et Marcel a tout à fait raison. Que ce soit Cahiers du cinéma, Première à l'époque, était quand même un peu timoré sur certains films et surtout certains genres, l'horreur, etc. Eux l'ont défendu. Et bon, quand tu nous as dit qu'ils découvraient Cronenberg, etc. Heureusement qu'ils étaient là. Après, évidemment, par exemple. Ça va faire plaisir à notre réalisateur Paul Lucian, mais moi je préfère Christophe Gans quand il écrit que quand il réalise. Vous voyez, donc je suis déçu qu'il n'écrive plus trop et qu'il réalise plus. Voilà. Sauf son premier film, Crying Freeman, adapté d'un manga, qui était très bon et le film n'était pas mauvais non plus. Est-ce qu'on peut dire, Marcel, que Starflix, c'est aussi pour la génération, peut-être même surtout pour la génération vidéoclub? Oui, complètement. C'est les années 80, bien sûr. Grâce à Starfix, on a découvert plein de films dans les vidéoclubs aussi. Hein. Mais Starfix, pour en revenir à Christophe Gans, il y en a d'autres qui ont réalisé. Hein. Boukrieff, il y avait Doug Edline aussi, qui a réalisé un film, hein, le fils de Manchette aussi. Les autres continuent à écrire. Il y a Cognard qui est devenu producteur aussi de films. Donc on peut faire un petit parallèle avec la génération des Cahiers du cinéma, les Truffaut et compagnie, qui aussi sont passés de l'autre côté. Hein. Donc ils ont été au bout de leur envie, de leur rêve aussi. Des critiques cinéphiles et cinéastes, finalement. Génération Starflix, Marie-Ange. Moi, je vais pas mentir, hein, dans les années 90, j'ai acheté des Hockey Magazine. J'étais pas Starflix. J'ai découvert très tardivement Starflix. Mais... OK Podium. OK Podium. Star Club. Oui, voilà. Bref, des choses très intéressantes. Mais j'ai découvert Starfix tardivement. Mais par contre, je suis pas une très grande cinéphile. Et par contre, ce qui m'a intéressée, c'est cette rupture, effectivement, qui a fait le succès de Starfix, mais qui a aussi créé sa mort au final, puisque tous les magazines se sont mis à faire de l'underground. Et c'est intéressant parce qu'on voit comment, au final, la culture populaire, ce qu'on appelle le mainstream, absorbe absolument tout ce qui peut être underground. Et finalement, son succès a créé aussi son arrêt. C'est vrai. C'est exactement ça. Audrey. Tout le monde s'est mis à faire du Starfix, entre guillemets. Audrey ? Oui, je ne suis pas de la génération Starfix. Non, moi, vous voyez, j'étais plutôt dans les cahiers du cinéma. Hein, voilà. C'est pour ça que vous êtes à côté de Marcel. ou positif. En même temps, c'est pas non plus la génération. Mais voilà. Non, mais par contre, je suis très intéressée pour que vous me passiez le livre, justement, pour que je découvre un peu mieux, justement... L'univers des zombies, tout ça. Ouais, voilà. C'est quelque chose qui m'écoute totalement... Non. Le livre, comme la semaine dernière, le coffret de John T. Et destiné aux gagnants du C'est qui a dit ça. Voilà. Oui, mais je peux quand même le consulter. Soyons absolument pas. D'accord. Donc, Starflix, génération Starflix, le cinéma de Starflix, Souvenir du futur hors collection, beau livre édité il y a quelques mois. C'est fortement recommandé, vous l'aurez compris, par toute l'équipe de Pendant le 20h. Et très beau sous-titre, Souvenir du futur, je trouve ça génial. Oui, c'est vrai. Passons au cinéma. Alors dans cette émission, dans la partie livre, on parle de cinéma. Dans la partie cinéma, on parle de musique. On va pas en toucher les livres. Voilà. Tendresse, un clip du groupe Grand Blanc qui est mis en scène par les réalisateurs Caroline Pogge et Jonathan Vinel. J'avais envie, là on change un peu de registre, on a fait court-métrage, c'est pas vraiment un court-métrage, c'est un clip, mais vous vous en doutez, mon cher Philippe, que l'univers du clip... on a vu parfois rentrer dans cet univers des réalisateurs qui se sont permis, alors ça les a pas forcément fait découvrir. Justement, on a parlé de Russell McLany qui a fait... C'est vrai. Mais on peut citer Scorsese, on peut citer Xavier Dolan qui adore... Non, c'est pas Xavier. On cite pas. Mais on peut citer Abel Ferrara, évidemment, qui a dû mettre en scène les clips, la musique et les paroles horribles de Mylène Farmer. Mais au moins, le clip était beau, c'était déjà Palma, ça. Springsteen. Oui, bien sûr, donc il y a plein de choses. Donc, je voulais parler d'un clip. Alors, ce clip de Caroline Pogge, parce que j'aime beaucoup ce que fait Caroline depuis longtemps, donc avec son camarade Jonathan Vinel, ils avaient réalisé Tant qu'il y aura des fusils à pompe, qui a eu l'Ours d'Or à Berlin. Ouais. Et c'est un cinéma
alors un peu difficile d'accès quand même parce que c'est très abstrait. Et là, ils ont choisi de mettre en scène, enfin on leur a demandé, la musique de Grand Blanc, alors qui est un groupe que je ne connaissais pas, qui était vanté par les Inrock. Donc au début, j'ai eu un peu peur parce que en termes de musique, je suis un peu comme Marcel, j'ai un peu peur quand les Inrock connaissent, moi je connais pas. Mais du coup, bon, la musique, moi, m'intéresse moins. Ce qui m'intéresse, c'est la mise en image. Et j'ai quand même été assez séduit par ce clip. Alors certes, Marie-Ange, je sais, il y a des cartouches tout à l'heure. C'est pas vrai. Des petites remarques, oui, sur l'esthétique, elle a raison en plus. Alors, est-ce qu'on peut voir quelques images? Voilà, on va les voir évidemment, mais peut-être qu'on les voit et un petit peu, c'est un clip, je me suis dit qu'il vaut mieux quand même qu'on les voit, on écoute, non? Ben, on est en train d'écouter, là. Voilà. Et vous êtes à l'image. Alors bon, là, c'est vrai que l'extrait, c'est difficile de se faire une opinion, mais pendant que je parle, on va voir des images. Bon, le clip s'appelle Tendresse, donc c'est une interprétation très particulière évidemment de la tendresse, mais ce qui m'intéresse, moi, on est encore dans la banlieue, il y a un petit lien avec ce qu'on a fait la semaine dernière avec The Burbs sur les banlieusards. Bon, t'es nu, mais il est là quand même. Et ce que j'aime beaucoup, c'est cette espèce de romantisme qui est mis. Alors, si on doit décrire ce qui se passe quand même, on le décrit, ça se passe dans une zone pavillonnaire, il y a une espèce de rite mystérieux qui voit des jeunes se réunir, alors ils boivent, pardon. Ils s'abreuvent d'un liquide un peu phosphorescent, donc ça paraît étonnant. Ils fument une espèce de calumet de la paix dans le clip. Et il y a un rapport avec le corps qui est particulier. Bon, ça traite aussi de désir, hein, ce court-métrage. Voilà, je trouve que ça dure 4 minutes, c'est assez fascinant. Bon, il y a beaucoup de ralentis, c'est très abstrait, mais c'est à la lisière du fantastique. C'est ce que fait Caroline et Jonathan, ce qu'ils font depuis très longtemps. Et franchement, loin de me moquer d'eux, c'était de leur rendre hommage parce que je trouve que c'est planant. Alors, il faut rentrer dedans. Mais après, quand on rentre, on en sort on plus, aime quoi. beaucoup ces deux cinéastes, Voilà. parce qu'on veut le dire cinéaste. Marie-Ange, est-ce que vous avez été emportée par le désir de ce clip? Écoute, moi j'adore le Grand Blanc. J'en dis 2 petits mots. C'est un groupe avec une électro assez puissante. On ne le voit pas trop dans ce clip, mais avec une électro assez puissante, sans concession, un peu dans la lignée de Flavien Berger. J'aime beaucoup ce groupe. Et le clip, j'ai beaucoup aimé l'esthétique. Je trouve le clip très beau. Par contre, cette espèce d'esthétique des années 2000-2010, avec des adolescentes diaphanes qui prennent de la drogue et qui se planent et qui s'enlacent, bon, voilà, je trouve c'est vieux, revu, ça ne me touche pas, on va le dire à chaque fois. Et je suis restée un petit peu à côté. Mais vous avez comparé avec, tout à l'heure dans les coulisses de l'émission... Avec Virgin Suicides, ouais. Oui, c'est un avec peu... l'esthétisme... Oui, voilà, c'est un peu des adolescents paumés ou des adolescentes paumées. L'espèce de mythe de la femme enfant, voilà, moi j'en peux plus de ça, quoi. Enfin, j'ai envie de les secouer, de leur dire allez, la vie est belle. Enfin, voilà, c'est très personnel, mais par contre il y a de très belles images. Marcel. Alors moi, quand j'ai et quand j'ai entendu les premières notes de musique, j'ai cru que je tombais. Là, je rejoins complètement ce qu'il disait sur les Inrock. Donc quand je l'ai vu 2 fois quand même. J'ai regardé 2 fois. La première fois avec la musique, je suis passé complètement à côté, tellement la musique j'ai détesté, je le dis. Hein, voilà. Moi, l'électro, c'est pas ma tasse de thé. Donc je n'ai rien vu du clip, tellement j'ai été obnubilé par cette musique que je détestais. Et je l'ai revu sans la musique. Et là, j'ai apprécié l'esthétique complètement, oui. Franchement, les images, tout ça. Même je suis d'accord avec ce que tu dis, mais il y a quelque chose. Il y a une ambiance. Et surtout sans la musique pour moi, voilà. Mais regarder donc sans la musique, ça peut être joli. Pour un clip, c'est dur, mais bon. Audrey. Moi, j'ai pas du tout accroché à la musique. Par contre, le clip, super. Vraiment. Et alors, j'aime pas comparer, mais je vais le faire quand même. Ça m'a fait un peu penser à Thierry de Perrette, un petit peu, hein, dans l'esthétisme, je sais pas, les jeunes, la nuit, enfin voilà, ce côté un petit peu perdu. Ça m'a fait un petit peu penser à ça. Donc, très, très bien réalisé. Mais par contre, voilà, non, l'extrait, là... Le chant ne m'a pas trop... Bon, après, sans prendre la défense, parce que je ne les connais pas, je ne me permettrai pas, mais sans prendre la défense du groupe, c'est un morceau qui n'est pas forcément révélateur de ce qu'ils font. Oui, c'est ça. Mais si on reste sur l'image, parce qu'on va quand même tout de même continuer à parler de Caroline Poggi notamment et de Jonathan Vinel, 2 vrais cinéastes.
Alors pour le coup, oui, là il y a un vrai regard et puis c'est un peu novateur quand même. Alors c'est vrai que la réutilisation de ce que tu disais de ces femmes diaphanes, etc., c'est vrai, mais dans les superpositions, dans les surimpressions, souvent c'est le cas tant qu'il y aura des fusils à pompe. Le fantastique, vraiment très fantastique qui surgit, le fantastique qui surgit là où on l'attend pas, c'est-à-dire dans une banlieue, et c'est souvent la banlieue qui le filme d'ailleurs, donc c'est assez intéressant. Ouais. Ça surgit, et là il y a une impression un peu étrange. Alors on ne sait pas trop comment, quoi, on ne sait pas trop ce qu'ils font, même si parler de la drogue, etc. On peut se douter, mais c'est même assez mystérieux, suggéré. C'est étonnant. Ils se réunissent et voilà. Et puis il y a un plan magnifique de soleil, d'espérance. Voilà. Non, il y a un travail. Le dernier plan est très beau. Il y a un travail. Ok, pour ce conseil, criez pas Marcel et Audrey. Il a l'air épuisé. Pour ce conseil fortement recommandé par Xavier Affre et que nous recommandons également. Alors sans musique pour Marcel et pour Audrey, mais on peut la faire nous-mêmes. Deux cinéastes vraiment de très très grande qualité. Et ils ont sorti un nouveau qui devrait avoir notre héritage. Hein. On aura l'occasion, je pense, d'en parler parce que c'est quelque chose de très très fort. Série télé, cette fois-ci, parce que nous évoquons aussi les séries télé, Black Mirror, une série qui interroge notre rapport à la technologie et montre la dépendance des hommes avec l'écran. Alors du coup, vous voyez, là vous disiez tout à l'heure, le clip, la série, le cinéma se trouve pas forcément dans les salles obscures en ce moment. On le trouve parfois dans les séries qui osent beaucoup plus. Partout. Et dans les clips où je trouve qu'on se lâche un peu plus, parce que parfois le cinéma est un peu aseptisé quand même, mais là, dans les séries, c'est assez étonnant. Alors tout le monde dit autour de vous, on dit il y a des séries partout. On m'avait conseillé de cette série, donc Black Mirror, que j'ai regardée. Et c'est étonnant. Là aussi, on ose des choses qu'on n'oserait peut-être pas dans un long métrage en salle. Avec un point commun, c'est que c'est une série en 3 saisons pour le moment. À chaque fois, c'est une histoire différente, donc on peut regarder les épisodes dans l'ordre qu'on veut finalement. Mais, enfin, en tout cas pour les premières et deuxièmes, oui. Mais on a un point commun à chaque fois, c'est que, vous l'avez dit, c'est toujours un regard assez percutant, pertinent sur les technologies et le rapport qu'on en a, et ce que ça peut changer dans la vie des gens, avec une histoire, une réalisation totalement différente, parfois, d'un épisode à l'autre. Et ça se passe toujours dans un futur plus ou moins proche. C'est ce qu'on appelle la dystopie, du coup, là, pour le coup. Et et c'est une série qui nous interroge. Moi, quand je le regarde, ça m'a interpellé, ça m'a même un peu, pas bousculé un petit peu quand même, parce que sur certains aspects, quand même, c'est choquant. Et donc ça interpelle surtout pour les générations d'aujourd'hui, 2, 3 ou 4.0, je ne sais plus où on en est, mais on en est là sur le rapport à cette technologie. Et c'est plus que de la simple science-fiction ou fantastique. Ça va très loin, je trouve. On est presque dans une série qui est assez philosophique, on réfléchit. Qui est très philosophique, très philosophique sur le rapport à l'autre. Très, très, très bonne série. Et puis il y a des épisodes dans chaque saison, pas trop dire, mais dans chaque saison, il y a toujours 1 ou 2 épisodes, je trouve, qui est largement supérieurs et qui sont assez exceptionnels. Donc voilà. Des épisodes qui mettent mal à l'aise, carrément. Ah oui, ça c'est sûr. Oui. Marie-Ange. Oui, écoutez, tout est dit, mais je ne suis pas d'accord sur le fait qu'on peut les regarder de façon détachée, parce que le premier épisode de la première saison pose vraiment le cadre. Il est génial. C'est le meilleur selon moi, mais il pose vraiment le cadre. Il parle pas tellement de la relation avec la technologie, il parle des dérives au-delà. Et ça pose vraiment un cadre sociétal. Bon, je ne peux pas tout dévoiler, mais à mon avis, il faut le regarder dans l'ordre. Et c'est vrai que on a envie de déconnecter après ça. Et surtout, ce que tu disais, c'est vrai, c'est dans un futur très proche. Ça peut se passer dans 2 ans, 3 ans, 5 ans. Et mine de rien, la série n'est pas toute neuve. Je crois qu'elle a déjà quelques 2011. années. Voilà, elle a déjà 5 ans. Je ne comprends pas pourquoi elle n'a pas eu du succès avant. Je sais 2011, 2014 et 2016. Elle a eu beaucoup de succès en Angleterre. C'est Channel 4, les premières, elles ont été diffusées. Et Netflix a produit la 3e. Par Netflix. 2016, la 3e. Donc elle est assez récente. Mais disponible sur Netflix. Voilà, en fait, tu disais technologie. Bon, le premier épisode, à mon avis, est un des meilleurs aussi. Et c'est vrai qu'il faut le voir peut-être en premier. Après, c'est plus fluctuant, mais c'est quand même finalement la technologie, parce que le premier, je ne veux pas trop révéler, mais c'est le rapport qu'on a par rapport à tout ce qui est réseau social. Oui, mais c'est moins direct. Voilà, oui, ça c'est sûr. Ça va au-delà. Mais ça nous concerne aujourd'hui. Audrey ? Alors moi, ça m'a, je dirais, presque réconciliée avec les séries. Donc rien que pour ça, merci Xavier d'en parler. Mais alors ça m'a réconciliée avec les séries, peut-être parce que justement, comme tu le disais, on dirait une succession de longs métrages. En fait, ça dure quasiment 1 heure. C'est des one-shots. Même si, comme tu l'as dit, Marie-Ange, on peut effectivement, il y a quand même un ordre. Moi, j'ai adoré le premier épisode. Je trouve qu'il est absolument génial. Effectivement, il pose les bases. Et puis il y a finalement
des thématiques qui reviennent constamment, hein, jusqu'à quel point on peut être corrompu ou corruptible. Ça, on le retrouve aussi dans le 2e épisode de la saison 1, quand il y a une espèce de télé-réalité qui nous fait penser au télécrochet qu'on voit actuellement. D'ailleurs, j'ai un bémol à mettre. Voilà, ce 2e épisode, il met un peu de temps à se mettre en place quand même, parce que on met en place un monde justement de futur proche. Je trouve que c'est un peu long à démarrer. J'ai failli arrêter. Et quand j'ai dit non, il faut quand même continuer, parce que je n'aime pas donner un avis en arrêtant, du coup, je suis allée jusqu'au bout et j'ai beaucoup aimé. Mais voilà, je trouve que vraiment, c'est une très très bonne série. Et c'est bien aussi, voilà, je trouve que c'est bien ce one-shot, parce que ça permet de pas se lasser, tout simplement. Les comédiens changent, la réalisation change. Donc, oui, c'est ça qui est intéressant par rapport aux autres séries. Hein. C'est pas les mêmes comédiens à chaque fois. On retrouve pas les mêmes comédiens. C'est pas routinier. Ça change aussi de True Detective, parce que True Detective, ça changeait de saison en saison, les acteurs. Alors que là, vraiment, on change de thème, on change de manière de filmer. Non, franchement, très très bonne surprise, hein, Black Mirror. Puis voilà, il y a des épisodes qui vraiment font frémir, d'autres qui sont un peu plus sentimentaux, entre guillemets. Ah, moi, j'ai adoré. Quoi. Le premier, j'étais mal à l'aise. On ne peut qu'adorer. Et puis surtout, au niveau des technologies, ce que je trouve, c'est que oui, il y a la technologie, mais c'est juste un révélateur de ce qu'est l'être humain. C'est ça. Hein, ça a de l'importance, oui, mais c'est juste pour montrer jusqu'où on peut aller. En fait, ça pose les bonnes questions. C'est nous. Qu'est-ce qu'on en fait de cette technologie ? C'est ça. Hein, et surtout, il ne juge jamais. C'est une série qui ne juge pas. Et on n'est pas dans la démesure dans cette série. Est-ce qu'il y a du Philippe K. Dick dans cette série ? Complètement du Philippe, bien sûr. Moi, on est dans l'univers de K. Dick. Vraiment la première chose à laquelle j'ai pensé. C'est la même chose. On est dans l'univers de K. Dick, hein, un peu complètement. K. Dick, quand on relit K. Dick, on n'est pas loin de ce qu'on vit aujourd'hui. C'est ça qui est très fort avec K. Dick. Hein. C'est un journaliste qui travaille au Guardian, qui a créé la série. Alors, il y a quand même un petit paradoxe, c'est qu'en créant cette série, en regardant un peu qui c'était, parce que je ne le connaissais pas, donc il s'appelle Charlie Brooker, en regardant, il travaillait même passé un moment pour une des filiales d'un groupe qui produisait de la télé-réalité. Donc c'est même assez intéressant de le voir comme ça, dénoncer la télé-réalité. Bon. Mais le monde est fait de paradoxes. Et la série, d'ailleurs, joue aussi un peu sur le paradoxe. Je trouve ça assez intéressant, vraiment, même fascinant. Hein. Ouais. Très cinématographique. Est-ce qu'on peut dire que c'est l'une des séries actuelles les plus cinématographiques ? En tout cas, la 3e saison, parce que Marianne a raison, on remonte un peu dans le temps, on prend le train un peu en marche là. Mais la 2016, 3e saison, moi je la trouve assez impressionnante. Il y a des épisodes qui sont dignes d'un moyen-métrage, long-métrage, ce que vous voulez. Oui, c'est excessivement cinématographique. Mais de plus en plus dans les séries, de toute façon. On peut citer Le Maître du Haut-Château aussi. Quand on parlait de K. Dick, c'est vrai. C'est une série très cinématographique. 2016 a été une excellente série, hein, disponible sur tous les sites de téléchargement. Lego. 2016 a été une grande année de séries. Hein. Il y a beaucoup de séries qui valent le coup, donc, et des fois plus que les films en salle, hein, finalement, parce qu'il y a plus d'audace. L'audace, elle en a fait preuve en programmant pour la découverte du soir. David Bowie, c'est ça, et son album Let's Dance, qui date de 1983. Année de la naissance de Marcel Petruccioli. À 20 ans près, oui. On peut dire quand même que je n'étais pas au courant que c'était une découverte. C'est ça, donc ça veut dire que vous ne regardiez pas l'émission et que vous ne travaillez pas assez, ma chère Audrey, c'est bien. Mais non, ce n'est pas ça. C'est que, je voulais parler d'un anniversaire triste, hein, évidemment. On célèbre les 1 an de la disparition de l'immense David Bowie. Bien sûr. Donc, j'aurais pu prendre Space Oddity, j'aurais pu prendre The Rise and Fall. Diamond Dogs, on peut en citer. Voilà. Mais non, Let's Dance, voilà, comme vous l'avez dit, 1983, 15e album de Bowie, 17 jours seulement d'enregistrement. Ça s'entend. Non, pardon. Je ne suis pas d'accord. Le plus grand succès commercial de David Bowie, malgré tout, est produit par Nile Rodgers. Donc là, 2 fois, hélas. On fait appel à la jeunesse de Marcel Petruccioli, hein, puisque c'était c'est le maître, un des maîtres du disco funk avec le groupe Chic, bien sûr. Voilà, mais oui, tu t'es déhanché sur les morceaux. Et comment il y a des photos. Et il y a des photos qui circulent. Donc numéro 1 dans plusieurs pays. Là, on entend un petit peu justement Let's Dance, un clip qui a été réalisé par un Anglais, hein, David Mallet, qui a notamment fait Radio Gaga, I Want to Break Free de Queen, entre autres. Donc production commerciale, paroles basiques, oui, mais c'est le seul single à atteindre la première place au Royaume-Uni et aux États-Unis en même temps, hein, pour David Bowie. Et de là, la carrière aussi bien du producteur, hein, de Nile Rodgers, que la carrière de David Bowie a complètement changé parce qu'il était un petit peu dans le pas d'accord.
Mais si, un petit peu quand même, le creux de la vague. Mais très honnêtement, ma chère Audrey, Attention. qu'est-ce qui vous a séduit dans cet album Let's Dance? Parce que vous pouvez nous dire que d'autres albums ont été meilleurs, qu'il a fait des choses vraiment Et j'avais d'ailleurs plus parlé de efficaces. Ziggy Stardust Oui, c'est vrai, dans une autre vie. émission. Mais pourquoi vous avez choisi celui-ci particulièrement Parce que aujourd'hui pour votre deuxième participation pendant le 20h du vendredi? Vous voulez dire que ça peut tout changer, en fait? Je ne sais pas. Mais justement, parce que peut-être quand on va parler de David Bowie, on ne s'attend pas justement à parler de Let's Dance. On va plutôt aller sur Space Oddity, sur Hunky Dory. Donc c'est une contre-programmation. Non, c'est pas que c'est une contre-programmation, c'est que je trouve que justement le génie de Bowie, il est là, mais peut-être qu'on en parlera un peu plus tard aussi. Non, vous n'allez plus en parler de Non, Bowie. Par contre, c'est Marcel, Ok. 40 secondes. Ça fait 2 fois que vous me taclez, hein, donc attention. Hein. Marcel, Les 40 meubles sont secondes. remplis, hein, Oui. attention. 40 secondes pour Marcel Petriccioli, qui n'aime pas, non pas David Bowie, mais cet album-là. Pas que j'aime pas cet album-là, c'est un album qui est brillant, qui est chic, mais qui est trop polissé, qui est trop propre. Nile Rodgers, c'est derrière. On l'a dit, trop commercial. Et surtout, ce que j'aime pas, c'est que David Bowie s'est enfermé dans cet album. Pour moi, il a mis plus de 20 ans à s'en remettre. Vraiment, c'est en 2013 qu'apparaît un autre album de Bowie qui est excellent. Avant, il y a eu un creux. Il n'y a plus rien eu. Franchement, il dit, je vais vous citer ce que dit David Bowie pour vous dire justement. Il dit, je ne veux pas être enfermé dans Let's Dance. Je ne suis pas Let's Dance. Et il dit que c'est cette période la plus basse, pour lui, musicalement, c'était la plus basse. C'est ça que je reproche à cet album, c'est qu'il a fait connaître Bowie du grand public, et il s'est enfermé là-dedans. Même lui est devenu policier, il est devenu hétéro, blond, en costume, bronzé. Dommage. Même lui, c'est policier. Dommage. Voilà. Voilà, c'est la phrase du soir. Voilà. Et oui, elle est de Marcel Petriccioli. Non, mais plus sérieusement, c'est tout de même un choix. C'est bien d'évoquer David Bowie parce que c'est tout simplement génial et que ça fait du bien d'en parler. On va passer au C'est qui a dit ça? Pas de duel pour moi. Non, 40 secondes pour Marcel. Vous avez vu la façon dont j'ai arrêté le C'est qui a dit ça de manière très solennelle. Je rappelle les scores. L'équipe Marie-Ange Philippe, Xavier Affre mène face à l'équipe Marcel Petriccioli et Audrey Tordel ou les autres intervenants qu'il y a eu jusqu'à présent. Vous menez par 3 manches à 1. Nous commençons avec cette formule d'une comédienne. Je vais vous aider. Je suis affligée par les rôles écrits pour les femmes dans la comédie. Marina Foïs. Bien, Marina Foïs. Bravo, ma chère Marie-Ange. Ils sont redoutables là, sur ma droite. Redoutables. 1 point pour l'équipe Philippe Affre. Bon, alors je vais t'expliquer. Tu vois, ton pays, il est comme ça. Mon pays, Poutine. il est bien joué, Marcel. Poutine, mon pays, il est comme ça. Alors maintenant, de 2 choses l'une, ou bien tu continues sur ce ton, ou bien je t'écrase. C'est Poutine qui a dit ça à Sarko en 2007 et ça a été révélé Ça lui ressemble par bien. un journaliste du Monde récemment. Bravo, mon cher C'est Marcel. là qu'on aime Poutine quand même un petit peu. Oui. Je rejoins Xavier, c'est mon idole. Voilà. Le monde irait peut-être mieux sans religion. Réfléchissez. Michel Onfray. Non, ce n'est pas Michel Onfray. Ne me cite pas Michel Onfray, par pitié. Bon, je vois que le Quelqu'un de silence proche règne. Non, le Dalai J'aime Lama. trop, hein. Voilà. Bon, c'était pour mettre le Ah ouais. Dalai Lama. Bon. D'accord, je n'aurais pas dû mettre le Dalai Lama. Non. Je rappelle que le score 2-0. C'est ça, 2-0, oui. Anna. Ben non. Un Un à partout. Un partout. Ouais, On me oh. crie dans l'oreillette. Marie. Un partout, d'accord, Et d'accord. Poutine. Alors c'est au sujet du renoncement de François Hollande. Le renoncement, François Hollande ne se présente pas, vous le savez, à la présidence de la République, à sa propre succession. Et il parle d'un journaliste, Christophe Barbier, un prophète toujours démenti, au ton inlassablement péremptoire. Il a misé juste là, hein. Cambadélis. si je- Cambadélis, non. Je cite souvent Cambadélis, Bah oui, mais il ne c'est s'agit pour pas ça. de Cambadélis. C'est l'un des C'est un élu, présidents de l'exécutif ou de l'Assemblée de Talamone. Talamone. Bien joué, Jean-Guy Talamone, sur Twitter. Et enfin, juste dernière formule, nous allons faire une pause dans les sondages d'intention de vote. Alors, c'est un journal. Ah, c'est l'ex... Non, c'est pas Non, l'Express. pas Libé, l'Express. l'Express, Vous menez Le de Point. toute façon de 1, non. C'est un journal, non. C'est incroyable hein, tout de même. Hein. Non, Corse c'est le Matin. Parisien. Corse Matin. C'est le Parisien. Oui, oui. Corse Matin aurait pu le faire également. Pour les sondages du Corse Matin, pour les élections en Corse territoriale. Souvent, bon, enfin, ce ne sont pas Corse Matin, c'est un institut de sondage à laquelle d'ailleurs participe son fondateur pendant le 20h en semaine. Merci beaucoup. Oui, j'ai fait tomber. Ah, d'accord. Je ne sais pas de quoi vous avez parlé, mais
C'est pas grave. Des personnes à remercier. Oui. Ah oui, j'ai des gens à remercier, pardon. Je remercie pour ces beaux costumes, pour le Céline, Marie, Angélique et Suzanne. Je vous remercie, grâce à vous, j'ai des vestes que je peux avoir tous les vendredis. Merci à vous de nous avoir suivis. À lundi, même lieu, même heure, pendant le 20h. J'ai joué.